2 chiffres heurtés à l'aube ont suffi à renverser un récit sahélien que l'on croyait immobile. En quelques heures, une décision technique venue de Ouagadougou a ouvert un écart plus large que 20 ans d'efforts internationaux accumulés sans résultat mesurable, révélant une fragilité que personne n'osait nommer. Que signifie pour l'observateur cette bascule silencieuse, surtout depuis que la trajectoire d'Ibrahim Traoré est devenue l'un des points d'inflexion les plus commentés du Burkina Faso ? Un glissement, bref, précis, qui redéfinit soudain la manière même d'interpréter ce moment critique. Ce récit propose une promesse nette, expliquer comment un choix militaire apparemment technique peut redistribuer les équilibres régionaux que l'on pensait figés depuis des années. Le bénéfice central tient dans 10 à 12 mots. Comprendre comment un acte souverain reconfigure les marges d'action réelles. Cette promesse prend de la valeur parce qu'elle s'inscrit dans une accumulation de glissements discrets. Pendant que des milliards étaient investis dans des programmes de stabilisation sans effet tangible, l'introduction d'un seul convoi blindé a produit un impact psychologique et politique que personne n'anticipait vraiment. Et c'est précisément là que se joue l'enjeu. Si une simple décision opérationnelle prise à Ouagadougou a pu provoquer une onde ressentie de Bamako à Washington, alors l'observateur doit accepter que les anciennes grilles d'analyse ne suffisent plus à décrire un paysage mouvant. On peut alors se demander ceci. Si une inflexion isolée peut fissurer 20 ans d'inertie, que devient-elle lorsqu'elle se transforme en modèle ? La première révélation surgit d'un simple décalage numérique. Alors que des milliards avaient été investis dans la stabilisation du Sahel, aucune amélioration mesurable n'apparaissait sur le terrain. La seconde éclate dans le contraste instantané. En quelques heures, l'arrivée d'un convoi blindé a produit un effet psychologique et politique plus profond que 20 années d'initiatives internationales, preuve qu'un seuil invisible venait d'être franchi. Ce double constat oblige à relire tout le contexte burkinabé avec un autre regard. Pendant des décennies, la sécurité reposait sur des réseaux d'aide fragmentés, des équipements vieillissants et des formations si dispersées que la réaction arrivait toujours en retard par rapport à la menace. Les villages se vidaient, les axes s'érodaient et les conférences successives produisaient davantage de déclarations que de résultats tangibles. Plus les années défilaient, plus l'écart entre discours et réalité se creusait, comme si le pays s'enfonçait dans une mécanique d'attente devenue structurelle. C'est dans cette lassitude que se produit la rupture calme. Aucun protocole triomphal, aucune annonce spectaculaire, seulement des véhicules neufs franchissant les portes du ministère de la Défense. Ce geste presque administratif remet en cause un automatisme ancien, celui d'un État sahélien dépendant d'un arbitrage extérieur pour décider de sa propre sécurité. En quelques heures, l'idée inverse se matérialise. Un État peut agir, choisir et modifier sa trajectoire sans médiation. Cette brèche oblige les observateurs internationaux à réévaluer leurs certitudes. À Paris, Bruxelles ou Washington, les analystes notent un déplacement inattendu. Un pays réputé fragile vient de déplacer plusieurs lignes sans friction diplomatique apparente. C'est dans ce nouvel espace d'interprétation qu'émerge plus nettement la présence d'Ibrahim Traoré dans les analyses régionales, non comme orateur, mais comme figure dont les décisions produisent des écarts mesurables entre l'avant et l'après. Ainsi se referme la première dette de curiosité ouverte au P1. La collision silencieuse des deux chiffres n'est pas un hasard narratif, mais le signe d'un basculement structurel qui redéfinit les règles du jeu sahélien. La compréhension du basculement burkinabé s'incarne d'abord dans une figure de terrain, un officier dont l'expérience révèle mieux que n'importe quel discours l'effet immédiat de la rupture stratégique. Avant l'arrivée du nouveau matériel, son unité dépendait de véhicules épuisés, parfois maintenus en vie en démontant d'anciennes carcasses. Les opérations avançaient selon un rythme incertain, autorisation lente, logistique imprévisible, panne imprévue qui interrompait des missions entières. Le champ d'action se réduisait à mesure que l'usure matérielle s'accumulait. Le premier cas se joue à Kaya. Lorsque l'officier reçoit les VN-22B, toute une chaîne de travail se renverse. La mobilité revient, la réactivité augmente et surtout,
la perception intime que l'action n'est plus condamnée à attendre un soutien extérieur. Les déplacements se font plus directs, les détours diminuent et les communications internes cessent d'être une loterie technique. La transformation n'est pas idéologique, elle est vécue, presque physique. Le second cas, plus discret, implique une équipe de patrouille dans le nord. Habitués à éviter des axes trop risqués, ses membres découvrent que les systèmes SR5 rendent de nouveaux itinéraires enfin praticables. Les temps morts s'amenuisent, les rapports se multiplient, coordination fluide, meilleure lecture du terrain, possibilité de mouvement retrouvée. Les soldats notent un détail frappant. La simple fiabilité crée un sentiment d'initiative qu'ils n'avaient plus connu depuis des années. Ces deux fragments dessinent une dynamique cohérente. Le changement se mesure d'abord par la capacité retrouvée à agir. En d'autres termes, l'efficacité n'est toujours d'un terrain redevenu possible. Tout commence par un geste volontairement silencieux. Aucun communiqué, aucune annonce anticipée. Une colonne de véhicules quitte les hangars de Narinco, glisse sur les pistes poussiéreuses du Sahel, puis atteint Ouagadougou à l'aube. Ce mouvement mécanique agit comme une déclaration implicite. Le pays cesse d'attendre. Les soldats, longtemps habitués aux camions réaménagés, observent des systèmes SR5 encore luisants, dont la seule présence ébranle un ordre ancien. Une dépendance se fissure, une alternative apparaît. Dans les bureaux feutrés, des analystes notent discrètement: la trajectoire du Burkina Faso vient de dévier d'un axe considéré comme immobile. L'étincelle se propage en quelques heures. Les VN-22B testés sur les pistes montrent une mobilité oubliée depuis des années. Les pilotes apprennent à calibrer les suspensions, manier des capteurs modernes, exécuter des manœuvres inédites. Les rapports internes s'accumulent. Réactivité améliorée, délai de réponse réduit, coordination plus fluide. Les équipes notent une différence presque corporelle. L'action ne subit plus le temps, elle le commande. Ce ne sont pas des victoires décisives, mais des preuves fonctionnelles que la stagnation n'est plus une fatalité. Dans l'administration, on comprend que le changement a quitté le terrain symbolique pour devenir opérationnel. L'instant critique survient lors d'un exercice improvisé à Kaya. L'armée burkinabé, autrefois contrainte par des chaînes décisionnelles lentes, démontre qu'elle peut réagir en quelques heures là où il fallait autrefois compter des jours. L'effet est immédiat. Surprise chez les partenaires, révision de notes diplomatiques en urgence, interrogation technique dans plusieurs capitales occidentales. Dans un mémo interne européen, un officier résume la situation. Nous avons sous-estimé la profondeur symbolique d'un convoi. À ce moment précis, le nom d'Ibrahim Traoré revient dans les briefings, non comme figure polémique, mais comme articulation d'une dynamique nouvelle qui contredit les attentes antérieures. Le déplacement n'est pas rhétorique, il est mesuré, observable, répété. Dans les villages du Nord, l'impact psychologique est immédiat. Les habitants voient les premiers véhicules qui ne semblent ni fatigués ni provisoires. Les anciens reconnaissent un son différent, signe que la présence étatique n'est plus sporadique. Les marchés hebdomadaires se réorganisent timidement. Des parcelles agricoles sont réinvesties. Rien n'est spectaculaire, tout est cumulatif. L'effet se propage par petites touches, mais chacune ancre l'idée que la marge d'action étatique a changé de nature. Dans les états-majors, les priorités se réalignent. Les ministères revoient leur logistique, structurent une maintenance cohérente, planifient sans dépendance méthodologique extérieure. Les ajustements administratifs, souvent invisibles, créent une dynamique interne qui semblait inaccessible quelques mois plus tôt. Dans les capitales voisines, la tension devient plus aiguë. Bamako, Niamey, puis d'autres centres régionaux observent ce glissement burkinabé avec une prudence mêlée d'intérêt. Les documents circulent, des scénarios communs émergent. L'hypothèse d'une défense autonome cesse d'être un slogan. Elle prend la forme d'une option technique crédible. Ce long arc, du déclic silencieux à la recomposition progressive, montre une chose simple. Une trajectoire peut basculer lorsque l'action devance enfin l'attente. Première observation. Temps de réaction. 72 heures, 18 heures. Avant la réorganisation, répondre à une alerte majeure nécessitait 72 heures en moyenne. Les chaînes hiérarchiques dispersées, la mobilité incertaine et la logistique instable allongeaient mécaniquement chaque étape. Après l'introduction des systèmes SR5 et VN-22B,
Les exercices internes établissent une moyenne réduite à 18 heures. Autrement dit, cette réduction montre un passage d'une réaction subie à une action contrôlée. Deuxième observation. Couverture territoriale, 40%, 63%. Pendant des années, seuls 40% des zones rurales prioritaires recevaient des patrouilles régulières. Les axes risqués, les véhicules usés et la dispersion des équipes limitaient profondément la présence étatique. 3 mois après la modernisation, les rapports internes montrent une couverture effective atteignant 63%. Autrement dit, cette hausse établit une continuité sécuritaire jugée irréalisable auparavant. Troisième observation, disponibilité du matériel, 48%, 82%. Historiquement, seuls 48% des véhicules étaient opérationnels à un moment donné. Les pannes récurrentes immobilisaient la majorité du parc. Avec les livraisons Narinco et une maintenance simplifiée, la disponibilité monte à 82%, offrant une planification plus stable et une rotation fluide des équipes. Autrement dit, ce bond logistique garantit une fiabilité opérationnelle enfin soutenable durablement. Ces 3 mesures, mises côte à côte, éclairent une transformation qui dépasse le simple registre militaire. Là où l'État reculait, il avance désormais. Là où la réaction était sporadique, elle devient cohérente. Là où la dépendance dictait le rythme, la capacité locale reprend l'initiative. Les chiffres ne racontent pas une intention, mais une compétence retrouvée. Et c'est cette convergence entre décision, matériel et exécution qui nourrit la crédibilité croissante d'Ibrahim Traoré dans les discussions régionales. Les institutions internationales observent ce déplacement avec prudence mais curiosité. Une dynamique longtemps perçue comme figée se réorganise sous leurs yeux, non par discours, mais par indicateurs vérifiables. Les capitales occidentales notent l'apparition d'une marge d'action inattendue, tandis que les États voisins identifient un précédent technique susceptible de redéfinir plusieurs doctrines communes. Les ministères burkinabés, eux, intègrent progressivement ces résultats dans leur manière de planifier, moins d'hypothèses abstraites, plus de données observées. Pour les populations, ces variations modérées mais constantes se traduisent en effets directs. Routes moins désertées, retour progressif de marchés hebdomadaires, communication plus fiable, distance réduite pour les interventions urgentes. Chaque progrès est modeste, mais leur accumulation crée une bascule psychologique qui renforce l'ancrage de la nouvelle trajectoire. Ainsi, ces 3 indicateurs ne prétendent pas tout expliquer. Ils suffisent cependant à montrer que le Burkina Faso a franchi un seuil stratégique mesurable, et que la dynamique enclenchée sous Ibrahim Traoré repose sur une capacité réelle plutôt que sur une narration symbolique. 2 lectures opposées émergent lorsque l'on observe la transformation stratégique du Burkina Faso. La première, souvent défendue par des analystes en extérieur, soutient que le réalignement militaire pourrait créer une dépendance nouvelle, simplement transférée d'un pôle à un autre. Selon cette thèse, la rapidité du virage risquerait de réduire les marges diplomatiques, d'installer une orientation univoque difficile à corriger et de fragiliser l'équilibre interne. Les partisans de cette position rappellent qu'un pluralisme d'alliances constitue habituellement une garantie de flexibilité opérationnelle, surtout dans un environnement aussi volatile que le Sahel. Leur avertissement repose sur une prudence méthodique. Éviter qu'un recentrage trop abrupt n'enferme le pays dans une trajectoire qu'il ne pourrait ensuite ajuster. La seconde lecture, majoritairement portée par des observateurs africains, formule une critique inverse. Pour eux, le mouvement n'est pas une substitution, mais une libération. Pendant des décennies, insiste cette thèse, l'aide conditionnelle n'a pas amélioré la sécurité, n'a pas stabilisé les zones rurales et n'a pas produit la confiance attendue. Explorer une alternative ne serait donc pas un risque, mais une réparation d'un modèle devenu inopérant. De plus, l'émergence d'une coordination plus serrée avec le Mali et le Niger, construite sur des vulnérabilités et des ambitions communes, réduirait précisément le poids de toute dépendance verticale. Cette position voit dans le réalignement une reprise d'initiative plutôt qu'une réduction de choix. Pour dépasser ces 2 visions, il faut revenir strictement aux éléments présents dans la source. Aucun passage n'indique une perte d'autonomie décisionnelle. Les choix clés, adoption du matériel, doctrine d'emploi, organisation interne,
proviennent explicitement de l'état-major burkinabé. Les indicateurs mesurables, réduction du temps de réaction, couverture élargie, disponibilité accrue, montrent une consolidation interne plutôt qu'une contrainte importée. Enfin, les initiatives coordonnées avec les voisins sahéliens s'appuient sur une dynamique horizontale, non sur une dépendance à un partenaire unique. La conclusion la plus solide est donc claire. La critique du risque de dépendance demeure conceptuellement légitime, mais les données disponibles montrent que l'espace de décision burkinabé s'est élargi, pas rétréci. La trajectoire observable relève d'une autonomisation progressive, soutenue par des résultats concrets et non par une posture idéologique. Un détail change tout. Lors d'une inspection nocturne à Kaya, les équipes constatent que les nouvelles unités burkinabées ne se contentent plus de protéger leur propre zone. Elles peuvent désormais appuyer les forces maliennes en moins d'une demi-journée. Ce simple constat renverse 20 ans d'automatisme sécuritaire, où chaque pays du Sahel attendait systématiquement une intervention extérieure pour coordonner sa réaction. La modernisation, conçue comme un effort national, devient soudain une capacité régionale opérationnelle. C'est ici que le point charnière se cristallise. La décision paraissait technique, presque routinière, mais elle génère une synchronisation transfrontalière que personne n'avait anticipée. À partir de ce moment, le Burkina Faso cesse d'agir seul. Il devient un point d'articulation entre trois armées qui, jusque-là, évoluaient en parallèle sans véritable alignement. Dans les couloirs diplomatiques, les analyses se réajustent en urgence. Bamako évoque un corridor de réaction commune. Niamey parle d'une doctrine transfrontalière naissante. Et Ouagadougou mesure l'ampleur de ce glissement inédit. La stature d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une dynamique plus large, non comme figure solitaire, mais comme pivot d'une recomposition technique qui redéfinit les marges d'action collective. Ce point charnière révèle une réalité devenue irréversible. Une initiative nationale peut désormais déclencher un mouvement régional structurant. Les effets du basculement burkinabé ne se lisent pas seulement dans les arsenaux ou les notes diplomatiques. Ils se diffusent en couches successives, sociales, économiques, institutionnelles et régionales. Pour comprendre l'ampleur du mouvement enclenché et refermer la dette de curiosité ouverte au point charnière du P8, il faut observer comment 4 groupes vivent les premières vagues d'une transformation rendue crédible par les résultats mesurés sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Première observation. Dans le nord et l'est, les habitants voient revenir l'État non sous forme de promesses, mais de patrouilles régulières équipées de moyens fiables. Les marchés hebdomadaires, longtemps désertés, recommencent à s'installer, d'abord timidement, puis avec une continuité nouvelle. Certains villages réinvestissent des parcelles agricoles abandonnées depuis des années. Les familles notent un changement perceptible. Moins d'attentes, moins d'incertitudes, davantage de signes concrets, indiquant que la sécurité ne dépend plus uniquement de facteurs extérieurs. Rien n'efface la peur du jour au lendemain, mais la présence visible d'unités capables de se déplacer et d'agir crée une respiration psychologique que l'aide internationale, malgré son ampleur, n'avait jamais su produire. Deuxième observation. Pour les petites entreprises, les coopératives agricoles ou les transporteurs, la stabilisation partielle des axes change immédiatement les conditions de travail. Moins de détours coûteux, moins de jours de fermeture forcée, moins d'incertitude dans la circulation des marchandises. Certains transporteurs rouvrent des trajets abandonnés depuis longtemps, tandis qu'une microéconomie apparaît autour de l'entretien du nouveau matériel. En ville, la modernisation génère des opportunités professionnelles inattendues. Ateliers de maintenance, petites chaînes de sous-traitance, services associés. Ce n'est pas encore une croissance durable, mais c'est un redémarrage réel d'un tissu économique compressé par des années d'instabilité. Troisième observation, dans l'appareil d'État, l'impact est structurel. La réduction du temps de réaction, la disponibilité accrue du matériel et la réorganisation interne modifient la manière dont les ministères conçoivent la sécurité. Les décisions ne reposent plus automatiquement sur l'approbation extérieure. Les cadres administratifs
participe davantage à l'élaboration opérationnelle. Cette montée en capacité interne renforce indirectement la position d'Ibrahim Traoré, perçue comme la cohérence entre ambition militaire, doctrine institutionnelle et coordination régionale. Les administrations se redécouvrent une autonomie méthodologique longtemps limitée, ce qui reconfigure silencieusement la gouvernance quotidienne. Quatrième observation, le Mali, le Niger et d'autres États du Sahel observent l'expérience burkinabé avec une attention croissante. Les réunions tripartites se multiplient, les scénarios de coopération s'affinent et des mécanismes de partage d'informations apparaissent. L'idée d'une défense autonome cesse d'être un slogan, elle devient une hypothèse technique éprouvée. Dans certains centres diplomatiques, l'impact psychologique dépasse même les résultats militaires. Si un pays perçu comme vulnérable peut modifier aussi vite ses capacités, alors une recomposition régionale devient envisageable sans dépendance totale à des structures extérieures. L'expérience burkinabé devient un précédent, un modèle, un fil conducteur pour d'autres trajectoires sahéliennes. Au total, ces 4 couches montrent un paysage inédit. La transformation enclenchée au Burkina Faso ne se contente pas d'ajuster une doctrine militaire. Elle redéfinit la manière dont un pays, ses institutions, ses acteurs et ses voisins appréhendent la possibilité même d'agir. Les prochains mois détermineront si la trajectoire amorcée au Burkina Faso se consolide, s'amplifie ou se fragilise. À partir des éléments strictement présents dans la source, montés en capacité technique, coordination régionale en formation et réorganisation administrative progressive, 3 scénarios plausibles se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Dans cette trajectoire centrale, les avancées observées se poursuivent sans basculement majeur. Les opérations conjointes avec le Mali et le Niger deviennent plus fréquentes, mais demeurent concentrées sur les zones prioritaires. Les indicateurs évoluent légèrement, temps de réaction encore réduit, couverture territoriale stabilisée, disponibilité du matériel maintenu grâce à une maintenance structurée. Les partenaires extérieurs adoptent une posture prudente, ni soutien affiché, ni opposition ouverte. Les populations perçoivent une stabilisation lente mais réelle, particulièrement dans les localités où l'État est déjà revenu. Ce scénario repose sur la continuité institutionnelle et l'absence de choc exogène. C'est la trajectoire la plus favorable. L'Alliance des États du Sahel parvient à structurer une doctrine commune solide. Exercice conjoint régulier, partage d'informations stabilisé, premier programme de formation intégré. L'effet d'entraînement dépasse le secteur militaire. Logistique, mobilité, infrastructures légères, coordination administrative. Le Burkina Faso devient alors un nœud technique, non un bénéficiaire. Les populations observent une amélioration visible, davantage de zones réoccupées, un climat économique plus fluide, une confiance progressivement rétablie. Ce scénario exige une forte cohésion politique entre les 3 États. La trajectoire la plus fragile combine tensions diplomatiques, restrictions économiques ciblées et obstacles logistiques. Les progrès techniques ralentissent, certaines zones redeviennent difficiles à maintenir, les coopérations régionales se grippent. Le scepticisme revient, l'élan initial s'émousse et la confiance des populations s'affaiblit. Ce n'est pas un effondrement mais une inertie prolongée qui érode les acquis. Les administrations se concentrent sur la gestion de court terme au détriment de toute projection. Recommandation de réflexion. Une règle simple. Quelle que soit la trajectoire, un principe analytique s'impose. Évaluer chaque scénario non à partir des intentions déclarées, mais de la capacité réelle à soutenir l'action dans le temps. Cette règle, dérivée des données présentes dans la source, constitue la meilleure manière de lire les 6 à 12 mois à venir. La portée de la transformation burkinabé dépasse largement le cadre militaire ou diplomatique. Elle résonne différemment selon la sensibilité, l'expérience et les attentes de chaque lecteur. Pour comprendre comment ce récit parle réellement au public, il faut distinguer 3 groupes, chacun éclairé par un prisme particulier, tous ancrés dans les éléments présents dans la source. Pour ceux qui suivent les recompositions géopolitiques, le cas burkinabé apparaît comme un signal faible révélateur d'un changement d'air. Un État longtemps perçu comme périphérique élargit soudain ses marges d'action sans passer par les circuits diplomatiques usuels. Ce public retient surtout la vitesse de la bascule, la rupture des automatismes et l'effet de ricochet
observés dans plusieurs capitales étrangères. Le récit devient alors un indicateur précieux d'une logique multipolaire en formation où des décisions nationales peuvent déplacer des équilibres régionaux. Pour les personnes habituées à l'insécurité ou à l'instabilité économique, ce récit parle d'abord de résilience. Elles reconnaissent la fatigue des zones rurales, l'usure cumulée, l'attente permanente. Elles comprennent intuitivement la valeur d'une patrouille régulière, d'un axe routier réouvert, d'un délai de réaction réduit. Ce public lit dans la trajectoire burkinabé non un symbole, mais un possible, celui d'un État qui retrouve une capacité d'action là où il n'y avait plus que des lenteurs structurelles. Pour ceux qui observent la manière dont les structures étatiques évoluent, le Burkina Faso devient un laboratoire à ciel ouvert. Ils analysent comment une décision technique peut réorganiser des ministères, influencer des alliances, modifier des doctrines internes. Ils évaluent aussi les risques, les arbitrages, la cohérence entre ambition militaire et gouvernance quotidienne. Leur question n'est pas « qui a raison ?», mais « quelle capacité institutionnelle se construit réellement ?» Ces trois regards convergent vers une même interrogation. Comment un pays transforme-t-il sa trajectoire en changeant sa manière d'agir plutôt que sa manière de parler ? La dynamique enclenchée au Burkina Faso ne peut devenir durable qu'à condition d'être structurée. Les éléments présents dans la source évoquent déjà une logique d'organisation progressive, montée en capacité technique, coordination régionale, consolidation institutionnelle. Pour refermer la dette de curiosité ouverte au P10, cette section déroule une feuille de route cohérente inspirée strictement de ces signaux, sans rien ajouter d'externe. Elle s'articule en 5 étapes, chacune associée à un acteur, une action, un horizon temporel et un indicateur mesurable. Une manière d'incarner concrètement la capacité d'action évoquée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour ce point, les acteurs concernés sont les équipes logistiques nationales. L'action engagée consiste à harmoniser diagnostics, réparations, protocoles de suivi. L'indicateur associé est pourcentage hebdomadaire de véhicules opérationnels. Cette étape consolide le socle technique indispensable à la continuité sécuritaire. Pour ce point, les acteurs concernés sont états-majors du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'action engagée consiste à exercice conjoint programmé plus grille fixe d'échange d'informations. L'indicateur associé est nombre d'opérations synchronisées menées dans les délais. Elle matérialise la dimension régionale révélée au point charnière. Pour ce point, les acteurs concernés sont commandements territoriaux. L'action engagée consiste à sécuriser 3 axes permettant le retour d'infrastructures civiles. L'indicateur associé est fréquence des patrouilles plus réouverture progressive des marchés. Cette étape traduit la capacité technique en bénéfices sociaux concrets. Pour ce point, les acteurs concernés sont ministères sectoriels. L'action engagée consiste à développer des cellules d'analyse interne autonomes. L'indicateur associé est nombre de plans opérationnels conçus localement. Elle réduit la dépendance méthodologique extérieure et stabilise la gouvernance. Pour ce point, les acteurs concernés sont administration locale. L'action engagée consiste à entretenir un dialogue régulier, transparent, non spectaculaire. L'indicateur associé est taux de participation aux réunions communautaires. Cette étape renforce la confiance, condition essentielle pour ancrer la trajectoire. Ainsi se dessine un chemin réaliste, une souveraineté qui se construit moins par déclaration que par constance organisationnelle. Le fil émotionnel de cette trajectoire ramène vers une scène fondatrice, celle des premiers soldats observants à la périphérie de Ouagadougou, les véhicules flambant neufs qui venaient de franchir les portes du ministère de la Défense. Ils ne célèbrent pas, ils constatent. Dans ce silence, quelque chose bascule déjà. La transformation ne naît ni d'un geste héroïque ni d'un discours, mais d'un déplacement d'attitude face à ce qui semblait immuable. Ce motif discret traverse tout le récit, comme une ligne souterraine que l'on retrouve plus tard dans les bases du Nord, où les mêmes soldats penchent désormais sur des cartes élargies, non pour attendre un ordre extérieur, mais pour coordonner des actions avec leurs homologues maliens et nigériens. C'est dans cette continuité presque tranquille que la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme une boussole, non par exaltation, mais par cohérence entre choix techniques, organisation interne et retenue politique. Le pouvoir
ici, se mesure moins à la force qu'à la capacité de maintenir un cap malgré l'incertitude. Ainsi, le récit retourne à son point de départ, un détail presque banal révélant une transformation profonde, née d'un pays qui choisit d'agir plutôt que d'attendre. À mesure que les signes d'une recomposition sahélienne se multiplient, une conviction se précise. La trajectoire burkinabé ne se limite pas à une évolution sécuritaire ou institutionnelle.